L'unité est toujours l'unité de l'être pour Thomas, elle est la négation de toute division. Lui, il avait dit donc que, en effet, en reprenant l'idée, la pensée d'Aristote, à savoir qu'une substance ne peut pas être composée de substance. Un étant ne peut pas être composé d'étant, un être ne peut pas être composé d'être, puisque justement, ce qui fait l'être, c'est son unité, on l'a vu. Et c'est grâce à cette unité de l'être de l'étant qu'on peut justifier d'ailleurs une multiplicité comme n'étant pas une division de l'être, mais une multiplicité d'étants qui, étant eux-mêmes composés, se distinguent d'un être indivisible, et de sorte qu'eux-mêmes, en étant multiples, ne constituent pas une division de l'être, de l'esse ipsum. Pour l'Aquinate, en effet, l'un n'est pas. C'est l'être qui est un. L'unité est toujours l'unité de l'être. Elle est la négation de toute division en lui. Sans elle, la division l'emporterait et la multiplicité serait un pur chaos inintelligible. Sans l'être, en revanche, l'unité serait un pur néant. On l'a vu avec Platon tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle l'étant concret, composé de son acte d'être et d'une essence qui le contracte, qui le détermine, demeure un. Un étant ne peut se composer d'étant. Je l'ai dit, les êtres finis se distinguent entre eux et se distinguent radicalement de l'être même subsistant simple, par soi, non composé, mais parce que égal à son être, à son essence, identique. Identité qui n'est pas d'ailleurs le résultat d'un repli sur soi, d'une histoire interne comme chez Hegel. L'identité n'est pas un résultat. C'est ce qui est l'être même. La multiplicité des étangs n'est donc pas une division de l'être même. Cette doctrine, on le voit, concilie l'un et le multiple, qui est le principal problème métaphysique, et renvoie dos à dos les métaphysiques de l'un et les philosophies de la multiplicité, comme celle de notre ami Gilles Deleuze, et des déconstructeurs. La métaphysique de l'esse ipsum per se subsistens, autrement dit, met à nu l'un sans l'être, si j'ose dire, et en révèle l'impudique stérilité. Au lieu donc de cette fécondité plotinienne de l'un. L'un n'est pas fécondité. Sa force, parce que c'est l'unité de l'être. Et que l'être n'est pas une production de lui-même. L'être ne se produit pas lui-même. L'être est. Il n'est pas causa sui, comme on l'a dit. Et donc, sa force déconstructrice manifeste la véritable nature de la transcendance de l'être, qui peut se laisser participer sans se nier, sans être entamé par cette participation comme l'un qui, en se laissant participer, ça serait d'être un. Et donc, il peut se laisser participer par la réalité ordonnée d'un monde concret et multiple. Et donc, ce qui fait la transcendance de l'être, c'est qu'il peut se laisser participer sans être comme l'un nié par ceux qui le participent. Parce que, précisément, ceux qui participent l'être et reçoit de cet être, en fonction de cette participation à laquelle s'ajoute une causalité efficiente, l'étant reçoit son être. Voyez, on l'a vu la dernière fois, l'étant est un habens esse. Il reçoit l'être, il ne se le donne pas. Et l'acte d'être, au fond de chaque étant, est unifiant. Il rassemble, sans confondre, et distingue, sans séparer. Il permet ainsi la rencontre, parce que tout est, mais tout n'est pas le même, ni
ni univoque, ni équivoque, il a un sens analogique. Vous vous souvenez du Polakos, l'égomènon d'Aristote. L'être peut se dire de diverses façons. La relation, donc, n'est pas suspendue dans le vide, sans terme substantiel à relier. C'est-à-dire que l'existence se réduit à une relation, à autre chose qu'elle-même, finalement, puisque ce n'est pas un accident de la substance, il n'y a pas de substance. Tout est relation, sorti hors de soi, dans le vide de l'un sans l'être, qui est pure relation insubstantielle, relation de soi à soi si l'on veut, mais sans soi, puisque tout coïncide dans l'un où tout est un, sans l'être. Les déconstructeurs rejettent ainsi toute forme d'unité, parce qu'ils la confondent aussi avec la totalité. Tout est confusion et indifférenciation, comme disait tout à l'heure Heidegger. Et c'est pourquoi ils rejettent l'unité comme cette totalité indifférenciée pour ne retenir que cette force qui jette dans la détermination, cet hors-retrait, tout ce qui, hors de toute indétermination, se détermine. Cette détermination est elle-même ensuite l'objet de la déconstruction. Donc, en luttant contre l'unité, les déconstructeurs luttent finalement contre un fantôme, contre l'unité introuvable de l'impur et nu sans l'être, où rien n'est relié à rien finalement, où la relation n'est qu'une pure relation mais sans substance. Or, pour la métaphysique de l'être, de l'essai, la réalité du monde multiple des étangs ne résulte pas d'une sortie hors de l'un indéterminé. Elle prend sa source dans l'acte d'être qui est un et unificateur, c'est-à-dire indivisible et participable, alors que l'un ne saurait se laisser participer sans cesser d'être un, sans perdre son unité. L'intellect, dès lors, est capable de distinguer ce qui est et ce qui n'est pas, et de justifier la multiplicité de ce qui est réellement sans se diviser, car rien ne peut s'ajouter à l'esse ipsum. Je cite, « Cet être que Dieu est a pour condition que rien ne puisse lui être ajouté. D'où, par sa pureté, il est un être distinct que tout être. » Distinct au sens où on ne peut pas confondre l'esse ipsum per se subsistens, un et simple, des étangs finis, composés. L'esse ipsum impose une approche analogique qui permet de distinguer et d'accorder l'un et le multiple, c'est-à-dire l'être simple égal à son essence, identique à son essence, et l'être déterminé par une essence dans les étangs composés. La logique univoque de Gilles Deleuze l'empêche de distinguer un étang d'un autre à partir de l'être. Il s'ensuit que la source de la distinction, pour lui, ne se trouve pas dans l'être, puisqu'il a un même sens pour tout ce qui est. Mais, je l'ai déjà dit, dans la vitesse, comme il dit, plus ou moins grande, ce qui explique la différence, à laquelle la force du vertige, si l'on veut, précipite hors de soi, hors de toute forme d'identité et d'unité, ce qui advient emporté par le flux d'un devenir fou, comme il dit, qui se répand dans tous les sens, comme le rhizome, qui se ramifie à la surface du sol, c'est-à-dire ni sous terre, ni dans le ciel. À l'opposé, pour Thomas, l'être saisi analogiquement rend compte de la multiplicité sans se diviser. Il peut se dire de plusieurs façons, sans se réduire à une réalité unique et désigner l'esse ipsum per se subsistens et l'ens finitum sans les confondre. La multiplicité des êtres
n'est pas la division d'un seul être. Elle n'est pas un appauvrissement, mais un enrichissement, un don reçu et une participation à un être incausé, subsistant par soi, pouvant se laisser participer sans participer, parce qu'il n'a pas à participer à un autre que soi pour être. Et la logique est là, laisser percer subsistance est un, c'est-à-dire indivisible, un et unique. Il ne se différencie pas en se répétant à la différence, et la différence ne se répète pas, comme le devenir fou de l'auteur de Différence et répétition. La doctrine thomasienne affirme que l'être et l'un ne se dissocient pas, esse et unum convertuntur. Elle maintient que la réalité a un sens, que seul l'être de ce qui est fonde l'ordre du monde et l'harmonie architectonique du savoir. Nous sommes ici devant une perspective assez optimiste et positive, qui nous sort de cette doute ignorance, de cette angoisse d'exister, de cette détresse dans laquelle il faut jeter l'étang, n'est-ce pas, pour s'arrêter à un être qui n'est autre chose que ce qui sort de l'étang, ce qui sort l'étang de lui-même, qui le chasse de toute identité. L'être en tant qu'être constitue l'étang en unissant tout ce qu'il est, c'est-à-dire la forme qui le détermine, la matière qui l'individue. Sans être, en effet, je l'ai dit, il ne serait pas, sans essence, il ne serait pas ce qu'il est. La question métaphysique par excellence s'interroge sur ce qui est en tant qu'il est. D'emblée, elle oppose ce qui est et ce qui n'est pas, et pour cette raison, relie l'être et l'essence dans les choses concrètes. Thomas peut ainsi distinguer les étangs finis et contingents composés indissociablement d'un acte d'être et d'une essence, et l'être même subsistant par soi, simple et nécessaire, identique à son essence. Bien, alors on va en rester là aujourd'hui et on va continuer la prochaine fois sur la déconstruction de la déconstruction.